Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Alors je rappelle que l'événement du Sahel est une émission hebdomadaire destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la rencontre tripartite qui a réuni au début de la semaine à Alger les présidents algériens, tunisiens et libyens. La rencontre, rappelle-t-on, s'est tenue en marge du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Alors, le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Le Maghreb se remet en marche ». Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM notre confrère de la presse privée, Moukranet Touarabi. Bonjour Moukranet Touarabi. Bonjour aux auditeurs. La bienvenue à vous. Alors, nous sommes donc partis pour 26 minutes de débat. Moukranet Touarabi, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue tunisien, Kais Saïd, et Mohamed Younes El Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, ont eu le 3 mars 2024 à Alger une rencontre tripartite, lors de laquelle ils ont passé en revue les résultats du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Les trois responsables ont également examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné au terme de cette rencontre la nécessité d'unifier et d'intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires au service, bien entendu, des intérêts des peuples des trois pays. Il a été décidé par ailleurs de la tenue d'une rencontre maghrébine tripartite tous les 3 mois, la première en Tunisie, après le mois sacré de Ramadan. À l'issue de cette rencontre, le président Tebboune a tenu un entretien bilatéral avec Kais Saïd, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. Moukranet Touarabi, avant de rentrer dans les détails de cette rencontre tripartite, revenons d'abord sur le 7e forum des pays exportateurs de gaz. Selon vous, ce sommet a-t-il tenu ses promesses ? Oui, tout à fait. Ce sommet, je pense qu'il a tenu ses promesses, un peu plus. Alors, permettez-moi juste, oui. Monsieur Moukranet Touarabi, de rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices que le Forum des pays exportateurs de gaz, créé en 2001 et dont l'Algérie est membre fondateur, est composé de 12 membres permanents qui sont bien entendu l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité et Tobago, les Émirats arabes unis, le Venezuela. Il compte également 7 membres observateurs qui sont l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique et le Pérou. Je vous en prie, monsieur Moukranet Touarabi. Donc nous disions ce sommet avait tenu toutes ses promesses. Je disais justement, ce sommet, il avait tenu toutes ses promesses, comme il fallait s'y attendre. L'Algérie a mis tous les moyens et toute son énergie dans la réussite de ce sommet qui était extrêmement important pour l'avenir de cette ressource énergétique assez importante sur le marché mondial. Vous savez que ce sommet intervient dans un contexte mondial marqué par l'usage des énergies, notamment du gaz, comme un moyen de pression et de guerre géopolitique. Oui. Nous avions vu avec ce qui s'est passé dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, le sommet d'Alger est là pour réaffirmer la volonté des pays producteurs de défendre leurs intérêts sur le marché mondial et de rejeter justement le diktat
ou l'hégémonie des pays occidentaux qui imposaient jusque-là leur politique énergétique au monde entier. Donc le sommet d'Alger est sorti avec un consensus avec tous les États membres qui se sont mis d'accord sur une feuille de route assez ambitieuse, assez intéressante, qui vise justement d'abord à préserver la souveraineté des États sur leurs ressources énergétiques, et notamment le gaz, essentiellement, parce que le sommet il porte sur le gaz, et aussi à valoriser cette énergie qui a été tant diabolisée par notamment des mouvements écologistes et même idéologisée un peu parce que derrière se cachent des intérêts économiques inavoués. Nous l'avons vu, Mokhran Touarabi, lors de la dernière COP qui s'est tenue aux Émirats, au nom de la défense de la nature, de la planète, au nom de la transition énergétique. Il y a effectivement des acteurs qui ont essayé, ou qui essayent toujours, de diaboliser effectivement cette ressource énergétique et qui essayent de l'exclure du mix énergétique mondial. Effectivement, on voit par exemple les pays importateurs, consommateurs comme les pays européens. Donc ils ont mis en place toute une politique avec des taxes qui visent le gaz. Ils ont mis dans leur politique énergétique. C'est le cas des pays européens. D'ici 2050, justement, les pays européens essentiellement, donc ils sont c'est les plus grands importateurs de gaz actuellement avec d'autres pays comme la Chine. Ils ont mis une politique qui vise donc le gaz et qui veut classer le gaz comme une énergie polluante. Or que c'est pas vrai. Il y a des énergies polluantes qui sont aujourd'hui utilisées, notamment en Europe, et qui sont ultra polluantes, beaucoup plus polluantes que le gaz. Vous faites allusion au charbon, oui. Oui, au charbon. Vous savez que l'Allemagne, première puissance économique européenne, est revenue au charbon. Elle a réouvert ses mines et aujourd'hui, elle produit de l'électricité à base de charbon. Oui. Donc, parler de pollution, de protection de l'environnement en attaquant le gaz, c'est un faux procès. Ça obéit à d'autres considérations purement économiques. Aujourd'hui, les pays importateurs et consommateurs de gaz cherchent à continuer à acheter le gaz à des prix pratiquement symboliques, oui, et puis, qui n'arrangent pas ni les pays producteurs exportateurs, ni même à long terme, si on a une vision à long terme, ni les pays consommateurs, parce que ça crée des investissements à long terme et ça va réduire donc la disponibilité de cette ressource sur le marché mondial. En essayant aussi d'imposer le renouvelable dès maintenant, c'est aussi créer une dépendance des pays. Je pense même c'est irraisonné de penser qu'on peut aujourd'hui remplacer le gaz. Le gaz est irremplaçable aujourd'hui. Le gaz est une énergie propre qui va faire partie du mix énergétique mondial durant au moins les 50-70 prochaines années. Tout dépendra des réserves gazières. De toute manière, le gaz, il est irremplaçable. Aujourd'hui, on l'a vu, les autres énergies qu'on propose aujourd'hui, que ce soit le soleil ou l'éolien ou l'hydrogène, l'hydroélectrique, l'hydrogène, c'est des énergies intermittentes qui dépendent, qui subissent les aléas climatiques. En mer du Nord, il n'y a pas eu de vent pendant 2 années et ça a provoqué une explosion du prix du gaz, justement, une forte demande forte du gaz avec une augmentation fois 600 le prix ces dernières années. Donc tout ça donne une idée sur la valeur réelle de cette ressource énergétique qu'il faut défendre, et je pense la déclaration d'Alger le fait bien. Le sommet d'Alger a balisé le terrain pour justement revaloriser, donner la vraie valeur à cette énergie qui est je dis encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts. C'est une énergie propre, elle est de loin propre que le gaz de schiste qui est aujourd'hui exploité en grande quantité par les firmes américaines et qui est mis sur le marché européen.
Donc le sommet d'Alger il a fixé une feuille de route. La souveraineté des États sur leurs ressources énergétiques gazières, mais aussi mettre une politique commune qui préserve les intérêts des États membres de ce sommet qui représente quand même 40% de la production commercialisée sur le marché mondial et 70% des réserves naturelles. En même temps, c'est un message aussi, ce n'est pas une déclaration de guerre aux pays consommateurs parce que de toute manière, les pays consommateurs et producteurs, ils ont un destin commun. Il s'agit de trouver un équilibre entre les pays producteurs et les pays consommateurs. De poser le problème sur la table pour trouver le juste équilibre, donc donner la vraie valeur à cette énergie et cesser le désinvestissement. Vous savez que sur le marché gazier mondial aujourd'hui, depuis 2014, a perdu 1000 milliards d'investissements. Donc c'est énorme. L'impact, on le sentira dans les prochaines années. Ce n'est pas immédiat, mais on le sentira à moyen terme. Nous risquons d'avoir un problème d'offre à l'avenir ? Oui. Si ça continue, la diabolisation, notamment des mouvements écologistes de cette énergie, avec la politique de taxation, taxe carbone contre le gaz, oui, on risque d'avoir un désinvestissement qui va générer donc une rareté de cette ressource sur le marché international et automatiquement donc il va générer une flambée des prix. Donc aujourd'hui le sommet d'Alger, son objectif, l'objectif fixé, c'est de trouver le juste prix à cette énergie. Donc trouver l'équilibre entre le pays producteur et le pays consommateur afin que cette ressource profite aux deux. C'est pour ça que le forum a plaidé aussi pour la mise en place de contrats à moyen long terme aussi. Voilà, en même temps, avec un prix qui puisse satisfaire à la fois les exportateurs et les consommateurs. Voilà, donc en même temps, il appelle les pays consommateurs à investir plus parce qu'il y a beaucoup de risques dans l'investissement. C'est des investissements à long terme. Quand on investit dans un gisement ultra coûteux, donc qui ne peuvent pas être supportés. Et c'est injuste de demander aux pays producteurs uniquement de supporter à eux seuls ce risque. Parce qu'il y a un risque quand on fait de l'exploration, on n'est pas certain de trouver suffisamment de ressources qui vont amortir l'investissement et générer des bénéfices. Donc le risque doit être assumé par les deux. Il faut qu'il y ait plus d'investissement. En même temps, ce qui est aussi intéressant dans ce sommet, c'est qu'ils mettent sur la table aussi les technologies. La nécessité des pays producteurs d'accéder aux technologies, de développer aussi, d'essayer de développer ensemble en mutualisant les moyens humains et matériels pour mettre en place aussi leurs propres technologies qui vont un peu le libérer de leur dépendance technologique vis-à-vis des Occidentaux. Des Occidentaux, voilà. Mais justement, à l'occasion de ce sommet, un institut de recherche en gaz a été inauguré à Alger et il est mis à la disposition tous les membres du GECF. Le GECF, donc ce sommet, ce 7e sommet d'Alger, a permis aux membres du GECF de resserrer leur rang. Et on a l'impression aussi que ce sommet d'Alger, c'est pas une impression, mais c'est une réalité, il prend un peu plus de poids et il va accueillir de nouveaux membres. Oui, il a accueilli déjà de nouveaux membres. Nous avons vu le Sénégal, donc le président Macky Sall qui était à Alger. Le Sénégal est donc a rejoint le groupe. La demande d'adhésion du Sénégal a été acceptée. A été acceptée, donc ils rejoignent ce forum, ce bloc, cette organisation. Sachant que le Sénégal exploite... va bientôt devenir un producteur de gaz avec naturel. La découverte du gisement qui est en cours d'exploitation avec la Mauritanie. C'est un gisement important pour la nettoyage. Oui, c'est un gisement. C'est pratiquement 500 milliards de mètres cubes. Selon les experts, son exploitation va durer au moins 30 ans. Donc c'est important, sachant qu'on peut à l'avenir aussi trouver en offshore encore d'autres gisements, puisqu'on a trouvé ce gisement. Donc le Sénégal pourrait devenir à moyen terme un pays exportateur de gaz aussi, comme la Mauritanie, qui a aussi rejoint et qui est membre, et là elle devient membre à part entière.
partenaires de ce forum. Ça peut aussi intéresser, vu le consensus entre les membres aujourd'hui qui désirent réellement peser de tout leur poids sur le marché mondial pour mieux négocier les contrats futurs sur de gazier, d'attirer d'autres membres africains ou d'autres continents, sachant que ce forum a vu quand même 3 pays qui ont été frappés par l'embargo. Un embargo qui est la Russie, qui est un grand producteur, l'Iran et du Venezuela, qui sont là. Donc, ostracisés. Il y a un resserrement des rangs pour un seul objectif qui est de donner, d'imposer une politique plus juste dans le traitement de cette ressource énergétique. Très bien. Merci pour ces éclairages, Mokhla Touarabi. Comme nous le disions lors de notre présentation, l'événement, c'est aussi la réunion qui s'est tenue en marge de ce 7e GECF et qui a réuni les présidents algériens, tunisiens et libyens. Comment appréciez-vous cette rencontre, Mokhla Touarabi ? Cette rencontre, moi, elle me surprend pas. Est-ce qu'elle vous surprend justement ? Non, elle ne me surprend pas pour la simple raison que, vu l'état des relations entre ces 3 pays, il est tout naturellement normal de voir un sommet tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. D'abord, c'est des pays frontaliers, ils partagent des frontières. Aussi, ils ont des relations assez denses entre les 2 pays, les 3 pays plutôt. Donc il y a eu des échanges déjà de visites entre les 3 pays. Donc l'Algérie, il y a des hauts responsables algériens. La première visite du président Tebboune a été effectuée en Tunisie. Exactement. Ça montre l'importance que revêt la Tunisie pour l'Algérie. Pour l'Algérie, il y a beaucoup de partenariats et de coopération entre les 2 pays. C'est la même chose pour la Libye. L'Algérie fait de la stabilité et l'intégrité territoriale de la Libye une priorité. Donc elle met tous les moyens, tout son poids pour peser justement pour... Il y a des liens historiques avec la Libye. Sans compter les liens historiques qui remontent à la guerre de libération, même après, même avant. Donc ils partagent aussi de longues frontières. C'est près de 1000 km de frontières avec la Libye. Voilà, donc un peu moins avec la Tunisie et beaucoup d'intérêts communs. Donc, et des défis communs. Des défis à la fois sécuritaires et économiques auxquels sont confrontés. On est dans la même région, c'est le Maghreb. Donc cette réunion tripartite, je pense qu'elle est un prélude à un format de coopération un peu plus large qui pourrait intégrer aussi un pays comme la Mauritanie, avec lequel l'Algérie entretient d'excellentes relations. D'ailleurs, le président Tebboune a appelé mercredi son homologue mauritanien pour l'informer des résultats de cette rencontre tripartite. Sachant qu'avant la tenue du forum déjà, il y a eu un tête-à-tête à Tindouf avec le président Tebboune et le Ghazouani qui est venu. Donc, ça a été l'occasion d'inaugurer une zone franche, justement. Alors, inaugurer une zone franche, un passage douanier et le lancement du projet de Tindouf-Zouirat, la route Tindouf-Zouirat qui va relier l'Algérie à la Mauritanie, qui va permettre un flux à la fois une bonne circulation des biens et des personnes entre les 2 pays. Donc il y a ça rentre dans une décision prise par le Conseil des ministres, par le président Tebboune, de créer 5 zones franches avec 5 pays frontaliers, à savoir la Tunisie, la Libye, le Mali, le Niger et la Mauritanie. La zone franche avec la Mauritanie a été lancée. Bientôt seront lancés les 4 autres. Ça démontre que il y a un resserrement des rangs au niveau maghrébin pour créer un ensemble
et assurer une bonne intégrité, intégrité économique à l'avenir. Mais Moukran et Touarabi, l'Algérie, on le sent maintenant, elle est à la manœuvre pour redonner du mouvement à une intégration régionale qui est en panne depuis des décennies. J'allais dire, il faudrait peut-être applaudir cette rencontre tripartite, tant jusque-là, les relations intermaghrébines étaient presque à l'arrêt. Oui. Moi, je parle par exemple de l'UMA qui est en mort clinique depuis. En mort clinique à cause, bien sûr. Après, on peut revenir sur les causes de cette mort clinique. Oui, effectivement, l'Union du Maghreb arabe créée en 89. Donc, il y a 2 semaines, on a fêté les 35 ans de sa création. On ne les a pas fêtés en réalité. Personne ne parle de cette organisation. Pourquoi? Parce elle est moribonde. Elle est absente, on ne la voit pas depuis de très longues années, ça ne remonte pas à aujourd'hui. Oui. Le dernier sommet entre les chefs d'État de l'Union du Maghreb arabe remonte à 1994 à Tunis. Le dernier conseil des chefs d'État. Voilà, le dernier conseil des chefs d'État en 1994. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réunion du conseil des chefs d'État. Oui. Donc, rappelons qu'il y a 5 membres. Donc, il y a la Tunisie, la Libye, l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc. L'UMA, le siège est au Maroc. À Rabat, oui. À Rabat, à part les premières années de sa création, il y a eu quelques réunions. On peut pas citer quelque chose qui a été fait dans le cadre de l'UMA, ni les échanges intermaghrébins n'ont été développés. Il faut le dire aujourd'hui, M. Moukran Touarabi, c'est qu'il y a des pays membres de l'UMA qui ont souhaité la mort de l'UMA. Moi, je parle du Maroc. Le Maroc, pourquoi l'UMA justement? Pourquoi l'UMA n'a pas fonctionné? Vous savez qu'au niveau africain, il y a 8 communautés régionales économiques. Oui, Parmi elles, il y a l'UMA. Oui, et ces communautés économiques régionales constituent les piliers de l'Union africaine. Oui. La CEDEAO, l'IGAD et tout. Donc, c'est extrêmement important. Une organisation régionale maghrébine fonctionne. Mais ça n'a pas fonctionné par la simple raison que les blocages que connaît l'UMA, a fait que l'UMA et l'Afrique du Nord est la région la moins intégrée d'Afrique. La moins intégrée d'Afrique, même par rapport aux blocs régionaux. Chaque bloc essaye de défendre ses intérêts. Et là, la région maghrébine n'a pas de porte-parole, en quelque sorte, au niveau de l'Union africaine. Mais en restant dans la région. Oui. Aujourd'hui, donc il y a un pays qui s'appelle le Maroc qui ne veut pas de cette organisation. Mais je vais vous donner une preuve de ce que vous dites, Moukran Touarabi. Alors, l'Algérie a ratifié 29 des 38 accords conclus dans le cadre de l'UMA. De l'UMA, oui. Alors que le Maroc n'en a ratifié que 9. Cela montre à quel point ce pays est complètement désintéressé de la question de l'intégration maghrébine. Tout à fait. Vu déjà comment, en fait, sur le plan géographique, il voit qu'il y a des calculs. Parce que l'Algérie est mieux placée que le Maroc au niveau nord-africain d'une manière générale, et maghrébine. Donc elle partage, c'est le seul pays qui partage des frontières avec tous les membres de l'UMA. Exactement, elle est au centre du Maghreb. Elle est au centre de l'UMA, vu son potentiel, vu ses capacités. Donc c'est pris d'un angle purement égoïste de la part du Maroc, pour la simple raison qu'il craint que justement le géant dormant algérien se réveille dans le cadre de cette union, parce qu'il est au centre de l'union, au sens propre et figuré, c'est-à-dire l'Algérie au centre de l'UMA. Elle est géographiquement au centre, mais aussi par rapport à son poids, son poids historique, politique, à sa superficie, ses ressources, et en même temps ses positions au niveau africain, qui la place beaucoup mieux que le Maroc. C'est un pays leader. Donc, la Mecque des révolutions, c'est pas le sujet. Même quand on peut revenir, il y a des
de pseudo-experts mal intentionnés qui expliquent le blocage de l'UMA par le conflit du Sahara occidental, mais c'est un argument qui ne tient pas. Du moment qu'en 1989, lors du sommet de Marrakech, les dirigeants maghrébins à l'époque avaient décidé de lancer l'UMA sans tenir compte, ou du moins en faisant abstraction du conflit du Sahara occidental. Oui, mais c'est clair, quand on consulte donc la déclaration de création de l'UMA, on ne fait pas référence au conflit du Sahara occidental. Au contraire, le Maroc a été découplé. Bon, à l'époque, le conflit a été découplé. Il a voulu imposer la question du Sahara occidental au niveau de cette organisation régionale, alors que c'est un dossier qui est au niveau de la commission de décolonisation, au niveau des Nations Unies, qui n'a rien à voir avec le Maghreb. Exactement. C'est une affaire onusienne. L'Algérie n'a cessé de le répéter. Donc la création à la création de l'UMA, déjà, le Maroc n'était pas vraiment intéressé par une réussite de cette organisation. Mais Moukrane et Touarabi, justement, il ne nous reste pas beaucoup de minutes, ce sont ces atermoiements du Maroc qui ont conduit à la mort clinique de l'UMA. Et aujourd'hui, les peuples du Maghreb sont presque, je suis persuadé qu'ils sont heureux aujourd'hui de voir qu'il y a une nouvelle initiative, que les présidents algériens, tunisiens, libyens et bientôt mauritaniens vont pouvoir se reparler, vont pouvoir discuter et vont pouvoir avancer justement dans l'intégration de cette région qui a aussi, à laquelle il reste un long chemin à parcourir pour rattraper le retard qui la sépare des autres régions africaines. Tout à fait. Quand on voit les statistiques, on constate qu'il y a moins de 3% d'échanges commerciaux intermaghrébins. Oui. Donc ça renseigne sur le gâchis qui est là. Donc, le potentiel est immense. Le potentiel est immense et les échanges sont quasi insignifiant, sachant que quand on prend des blocs économiques à travers le monde, on cite par exemple l'Union européenne, le gros des échanges économiques et commerciaux se font à l'intérieur de l'Union européenne. La France, par exemple, les exportations, plus de 50% des exportations françaises, elle les réalise dans l'espace de l'Union européenne, l'espace économique européen. Aujourd'hui, il y a des économies quand même assez diversifiées, il y a des potentiels dans ces pays, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, la Libye ou la Mauritanie. L'avantage qu'on a, on est dans le bassin méditerranéen, mais aussi on a accès à l'Atlantique à travers la Mauritanie. Si aujourd'hui un pays qui s'appelle le Maroc n'est pas intéressé par une intégration régionale parce qu'il a d'autres agendas, on ne doit pas, justement les autres pays ne doivent pas se laisser faire. S'il y a lieu de créer un autre ensemble commun à 4 ou à 3 à 4, puisqu'il y a 4 pays qui sont là et qui désirent réellement de développer leur avancée, donc renforcer leur coopération régionale, leur intégration régionale. Et pourquoi ne pas le faire? Oui, pourquoi surtout que les défis sont immenses. Ils sont à la fois, comme le dit le communiqué de la présidence de la République algérienne, les défis sont économiques, sont sécuritaires, sont commerciaux, sont humains. On est dans la même région, on a un destin commun. On est condamnés à travailler ensemble pour le bien-être des peuples du Maghreb. Voilà. Très bien. Nous aurions aimé aller plus loin dans l'analyse de cette rencontre. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous promettons à nos auditeurs et à nos auditrices de revenir sur ce sujet extrêmement intéressant. Donc, c'était Moukrane Touarabi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Chalfaoui. À la barre technique, il y avait Adel. Nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.